quand je me retrouvais seule, mais c'était une catastrophe, vraiment. Je me sentais mal. Je sentais ce vide que je sentais d'habitude, mais je le sentais en puissance 1000. Et en plus, je m'en voulais énormément de ce que je faisais. Hello à tous. Salut la famille. Bonjour tout le monde. Bienvenue sur le podcast C'est comment ? C'est comment, qu'est-ce que c'est ? C'est ton nouveau podcast où on évoque le ressenti, on laisse de côté les faits. Le rendez-vous est donné, c'est tous les dimanches à 18h pour un nouvel épisode avec un nouvel invité. Et comme d'habitude, vous pouvez retrouver ce format. Vous pouvez le retrouver où ? Sur les plateformes de streaming. Apple Podcasts, Deezer, Spotify et toutes les autres. On est aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, TikTok. C'est comment le podcast. Donc abonnez-vous, donnez-nous de la force, ça nous fait plaisir. Et on a une petite chose à vous dire avec Cassie. On approche déjà, parce que les bonnes choses ont une fin, de la fin de la saison 1 de C'est comment. Et donc, on peut déjà vous annoncer que cet été, C'est comment, ça continue. On tiendra ce rendez-vous tous les dimanches avec des épisodes exclusifs, des anecdotes sur Cassie et moi, des récits, des storytelling, tous les petits bonbons là que vous kiffez. Et vous aurez tout ça cet été et on se retrouvera du coup à la rentrée des classes pour la saison 2 de C'est comment. Donc restez branchés, continuez à parler de nous. Et puis voilà, on s'attrape bientôt. Exactement, parce que c'est bien, on parle toujours des invités, mais vous avez envie d'en savoir un peu plus sur nous. Donc on va vous donner un petit peu de spicy. Du popcorn. Du popcorn, exactement. Donc, restez branchés. L'été, c'est fun, on adore. Pour ce tout nouvel épisode, on accueille notre nouvelle invitée, Mélanie. Hello, Mélanie. Bonjour. Hey. Ça va ? Ça va ? Et vous ? Toujours. Oui, ça va. Toujours un plaisir de vous recevoir et on est toujours de bonne humeur. En plus, il fait beau, il fait chaud, donc on est là. Il fait chaud, je confirme. Il fait très chaud. Je confirme aussi. Ça va, t'es pas trop stressée ? Un petit peu, mais ça, je vais me détendre. Oui, les premières minutes, c'est toujours un petit peu stressant. Et après, tu verras, ça se passe bien. En tout cas, bienvenue chez C'est comment. Merci d'être là, de participer, de nous faire part de ton histoire. On est ravis de t'accueillir. Je le répète souvent et je tiens à le dire encore. Merci aux invités, merci aux gens qui nous suivent, merci aux gens qui mettent des commentaires. Merci à tous. Sans vous, on n'existe pas. Donc, merci tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de dépendance affective, n'est-ce pas ? Je fais toujours un petit rappel des faits en introduction afin que vous puissiez comprendre l'échange qui va suivre. Mel, très vite, à l'âge de 14-15 ans, tu te rends compte que tu tournes un peu toujours autour des garçons, que tu as envie d'être en couple, que tu as envie d'avoir des relations. Ça, c'est quelque chose en fait qui va s'inscrire tout au long de ta vie, pendant 15 ans. Et très récemment, il y a un petit peu un déclic qui se passe. Tu fais une introspection sur toi-même, notamment grâce à ta formation de sophrologue que tu débutes il y a 5 ans maintenant. Et tu te dis, mais en fait, j'ai passé 15 ans de ma vie à être dans des relations où en fait c'était complètement de la dépendance et de la dépendance affective. Alors, il est vrai qu'il y a des mots un petit peu comme ça qu'on entend et parfois on se dit c'est un peu des mots valises et qu'on utilise à tort et à travers. Vous en avez plein en tête. C'est un manipulateur. C'est qu'est-ce qu'on a aussi ? Un pervers narcissique. La relation toxique. Voilà, la dépendance affective. En tout cas, sachez que pour cet épisode, Mel, elle a fait un vrai travail sur elle-même, de par, comme je l'ai dit, sa formation, mais aussi un vrai travail de recherche, un vrai travail d'introspection. Et elle s'est réellement rendue compte que tu avais fait face pendant 15 ans à de la dépendance affective. Ça t'avait amené à enchaîner les relations, que ce soit des relations amoureuses ou même des relations amicales, et à user un petit peu de tous les vices de la vie que vous pouvez connaître et que je ne citerai carrément
L'alcool. J'ai le droit de dire la drogue ou pas? Oui, tu peux. La drogue. Le sexe. El caliente. El caliente. Tout ça. C'est tout ça. C'était tout ça, en fait, à outrance. Et donc, aujourd'hui, tu t'es rendu compte il y a peu que tu n'étais plus dans la dépendance affective. Et c'est cool, parce qu'en vrai, je pense qu'il y a beaucoup de gens dans ton cas. Nous, ce qu'on a envie de savoir, c'est voilà, comment tu es sorti de tout ça, comment est-ce que tu as vécu aussi ces 15 années, parce que ça représente clairement la moitié de ta vie aujourd'hui. On veut savoir tout ça. Et la question qu'on te pose, c'est comment d'être dépendant affectif. Est-ce que j'ai bien résumé les faits? Très, très bien résumé les faits. Est-ce que j'ai bien résumé les faits? Tu as bien résumé les faits. C'est parfait. Alors, est-ce que je me prends pour Anne-Claire Coudray avec ma fiche? Hey. On a des petites questions pour Mel. Mel, première question. Quel déclic tu as eu? Quel a été ton déclic pour te rendre compte vraiment de te dire « Attends, mais là, pendant 15 ans, j'ai été dépendante affectivement, j'ai enchaîné les relations alors qu'en fait, je n'étais pas heureuse. Mais tout ça pour ne pas être seule. Parce qu'en vrai, la dépendance affective, c'est lié à la solitude. Quel a été ton déclic? Je dirais que c'est ma dernière relation où je me suis vraiment rendu compte, j'avais assez de recul pour m'apercevoir en fait que cette relation ne me convenait pas. Et pourtant, je me forçais à rester. Et ça faisait super mal. Et au bout d'un moment, quand j'ai lâché la relation, là, je me suis retrouvée vraiment seule. Et c'est en me retrouvant seule, en ne sortant plus, en ne buvant plus, en ne me droguant plus, en étant célibataire et seule chez moi à Paris, que j'ai pu faire une introspection que j'avais déjà commencé il y a super longtemps. Et là, je me suis dit, mais en fait, là, ça y est, je suis vraiment seule. Et je me rends compte que depuis toujours, je remplissais quelque chose. Et c'était là vraiment cette première fois où je me trouvais vraiment seule. Et c'est ça qui t'a fait te dire, en fait, il y a un problème. Il y avait un problème depuis des années. Ouais, il y avait un problème depuis des années, ouais. Donc c'est vraiment d'avoir fait face à la solitude pendant un certain temps. Ouais. Parce que tu nous avais aussi expliqué pendant le pré-entretien qu'il y a eu notamment, il y a eu le Covid déjà qui t'a, qui t'a forcé un peu. Après, bien sûr, tu as eu cette relation dont tu nous parles, mais c'était un peu une continuité, finalement, de la réflexion que tu avais déjà eue pendant le Covid. Ouais, c'était une continuité, clairement. Et en fait, ça c'est un cheminement. J'avais déjà pris conscience de ça, comme tu dis, pendant le Covid, quand je m'étais retrouvée toute seule et que j'avais pas eu le choix. J'habitais dans le sud, j'ai redéménagé sur Paris. Mais bon, j'ai recommencé une formation, je voyais du monde, je sortais encore un petit peu et tout. Et c'est encore après, avec le temps qui est passé, que je me suis rendu compte de ce dont j'avais déjà pris conscience, mais d'une autre façon. On va dire encore plus fort. Ça a été par étapes un peu. Exactement. Ça a été par jusqu'à étapes. arriver au moment où là, tu te dis, mais en fait, il y avait vraiment un problème. Ouais. Aujourd'hui, tu le dis, tu nous l'as dit en pré-entretien, tu considères ne plus être dépendante affectivement. Je vais te poser une question que j'avais déjà un peu plus ou moins posée lors du pré-entretien, mais je pense que ça peut être intéressant pour les auditeurs, les téléspectateurs de comprendre. Aujourd'hui, tu vis avec ton frère. Oui. Ça nous rappelle quelqu'un. Comme nous deux. Tout à fait, exactement. Aujourd'hui, tu vis avec ton frère. Ton frère va déménager. Et moi, la question que j'avais envie de te poser, parce qu'aussi ça fait beaucoup écho en moi, je te cache pas, c'est que finalement, t'étais chez tes parents, après tu vis avec un mec, après tu vis avec ton frère. Bon, là, tu vas te retrouver vraiment seule. Est-ce que c'est OK, vraiment, ou est-ce que finalement, on n'a pas quand même cette appréhension de se dire, finalement, j'ai jamais été vraiment seule physiquement. Là, ça va être le cas. Comment est-ce que je vais dealer avec ça? Ça peut être aussi difficile. Moi, je te cache pas que j'appréhende que le petit là... Le petit... Désolé, je m'en vais ce soir et je fais mes tu adieux. vois,
Mais je reste avec vous dans C'est comment, vous inquiétez pas. Oui, mais c'est quand même dur. Tu vois ce qu'on disait, tu rentres, la maison elle est vide, il n'y a pas ton frère avec qui tu peux parler, il n'y a pas ton frère sur qui tu peux te décharger aussi, tu vois. Ah, je se décharge tout le temps sur moi, c'est ça son problème. C'est que moi, je prends tout en fait. C'est ça le problème, c'est qu'elle se décharge grave sur moi. Donc, comment est-ce qu'on vit tout ça? Comment est-ce que tu le vis? Est-ce que tu penses que c'est vraiment quelque chose qui est derrière toi ou tu as quand même une appréhension de cette nouvelle vie qui t'attend réellement toute seule? Déjà, mon frère, il m'écoute pas. Moi non plus, je l'écoute pas. Ah, si je t'écoutais... C'est pas vrai? Moi, je trouve que c'est pas vrai. Je trouve que tu m'écoutes quand même. Des fois. C'est parce que tu m'écoutes qu'on a fait C'est comment sinon. Comment ça? On l'a fait à deux. Hein. Tu vois, m'entendre me plaindre, ça t'a aidé à développer ton écoute. Mon écoute et mon empathie, en Voilà. effet. Et une meilleure compréhension des femmes. Donc merci, ma chère. Voilà. Donc toi, ton frère ne t'écoute pas. Je rigole quand je dis ça parce qu'il fait des efforts. Mais si je lui parle très longuement de ma vie ou quoi, il est capable de me dire « Ok ». Et il rigole, il me sourit, mais c'est pour dire « Ok, j'ai entendu, mais que veux-tu que je te dise ?» Ouais, genre stop quoi. Ouais. Les hommes. Oui. Et puis il part dans sa chambre. Donc en fait, si tu veux, je le vois pas énormément, mais je sais qu'il y a quelque chose, il y a quelqu'un. Donc je me pose la question souvent, comment ça va être quand on va plus être là? Mais comme je te disais lors de l'entretien, je pense que ça va être une expérience. Et puis je me suis quand même déjà retrouvée seule dans des appartes, très peu de temps. C'est vrai que j'ai toujours fait le nécessaire pour retourner quelque part où il y avait du monde. Et là, du coup, je vais pas avoir le choix, donc ça ne peut être qu'une bonne expérience. Et puis vraiment, je sens que j'ai assez de recul maintenant pour savoir me gérer seule, faire les choses seule, ne plus attendre personne. Enfin, même si j'ai des relations amicales et que je compte pas rester célibataire toute ma vie. Mais j'apprécie ces moments et je pense que je les apprécierai quand même si mon frère n'est plus là. Ça me fait pas peur. T'es prête? Ouais. On sent quand même que t'es prête à aborder ce nouveau chapitre de ta vie et seule. Oui. On sent quand même que t'as fait un gros chemin. Et moi, du coup, j'aimerais un peu qu'on revienne un peu en arrière, qu'on rembobine. Parce qu'aujourd'hui, t'as l'air de t'en être remise, t'as l'air d'avoir vraiment compris la souffrance avec laquelle t'avais vécu et t'as fait ton deuil. Moi, j'aimerais qu'on revienne un petit peu en arrière. Tu nous disais au moment du pré-entretien que parfois, tu enchaînais les relations, tu sortais énormément, un petit peu pour oublier qu'en toi, tu essayais de combler un manque. Et tu disais, parfois, quand je rentrais chez moi, ça faisait mal. Et moi, j'aimerais un peu que tu développes ici face caméra. Qu'est-ce que tu ressentais quand tu rentrais de soirée, après avoir eu des relations, après avoir fréquenté des hommes? Qu'est-ce qu'on se dit quand on se retrouve seul chez nous? Quand je rentrais de soirée, ça, je peux t'en parler parce que forcément, je prenais de la drogue, je buvais beaucoup. Et quand tu rentres solo chez toi, en descente, quand tu redescends de ta soirée, c'est l'enfer. Après, ça dépend des gens. Tu as des gens qui supportent très bien. Tout le monde n'est pas identique en termes de, on va dire, psychologiquement. Moi, je suis hyper sensible, donc j'étais assez fragile. Et donc, quand je me retrouvais seule, mais c'était une catastrophe, vraiment. Je me sentais mal. Je sentais ce vide que je sentais d'habitude, mais je le sentais en puissance 1000. Et en plus, je m'en voulais énormément de ce que je faisais. C'est-à-dire, j'avais un dialogue intérieur avec moi-même qui était horrible. Je me flagellais complètement. C'était super dur. J'avais une mauvaise estime de moi. J'étais en colère contre moi-même. En plus, je m'aimais pas du tout, quoi. Tu disais quoi? Tu culpabilisais? Tu disais, ce que j'essaye de faire, c'est pas cool? Ah ouais. Alors, je culpabilisais parce que je savais dans le fond que je me faisais du mal, surtout avec la drogue, que c'était pas quelque chose qui me convenait du tout, que j'étais beaucoup trop fragile pour ça. Mais je continuais, je pouvais pas m'en empêcher parce que ça me faisait... m'évader, parce que ça me faisait m'éclater. Hein. Je passais des super moments. Hein. Je regrette pas. Si c'était à refaire, peut-être que je le referais, parce que c'est pour ça que j'en suis là aujourd'hui. Mais à ce moment-là, c'était... j'ai pas d'autre mot que c'était horrible. Moi, je trouve que le parallèle entre la dépendance affective et la drogue, il est omniprésent. C'est là où on se rend compte vraiment que c'est une drogue, parce que tu parles quand même de... même si, bien sûr, Adrien te disait quand tu rentres de soirée, donc oui, il y a l'alcool, t'es en redescente même par rapport aux drogues, etc. Mais c'est aussi de dire, en fait, là,
je culpabilisais, je me remettais en question, je remettais en question ma valeur, parce que là, d'un coup, je me retrouve toute seule. Et en fait, je trouve que c'est hyper important de souligner ça aussi, et c'est pour ça qu'on utilise le terme de dépendance, parce qu'il y a un réel attachement, il y a une réelle dépendance, je ne sais pas quel autre synonyme je pourrais utiliser, pour dire que en fait, je suis accro à ça, j'ai besoin constamment d'être entourée, et comme tu nous l'as dit, avoir de l'affection. Je suis accro à l'affection des gens, que ce soit de manière amicale ou de manière amoureuse. Et du coup, quand tu es en phase de redescente, tout comme la drogue, tout comme l'alcool, vous l'avez tous connu, là, ce moment où on est en phase de redescente, on se dit, mais pourquoi j'ai bu autant ? Pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi j'ai dit ça ? Mais attends, mais j'ai pas besoin de ça. C'est vrai. On l'a tous connu. Regarde, on rigole, c'est que même nous, on on l'a sait. tous connu, ce moment. En tout cas, pour les gens qui boivent, on l'a tous connu. Pour les gens qui se sont déjà mis vraiment dans un état mal, où on se dit, mais en vrai, c'était pas nécessaire, quoi. Et toi, c'est vraiment ce que tu ressentais au travers des relations que tu as pu avoir, de te dire, en fait, je vaux mieux que d'avoir une relation qui ne me convient pas. Ça ne veut pas dire que tu vaux mieux que la personne, mais tu vaux mieux que cette relation, autant être toute seule. Et pourtant, tu n'y arrivais pas à ce moment-là. Exactement. Et puis, comme tu l'as dit, c'est pas que je valais mieux que la personne. Pas du tout, parce que la personne en face de moi, ça se trouve, elle était dans le même état que moi et peut-être même dépendant affective. Je ne veux pas parler pour les autres, même pour mes ex, je ne sais pas comment ils étaient à ce moment-là dans leur tête, mais ils acceptaient aussi mon état à moi. C'est-à-dire que moi, je pense que j'ai été toxique pour eux, comme il y en a qui ont été toxiques pour moi. Mais effectivement, je me faisais du mal à rester dans ces situations et comme on se l'est déjà dit, à un moment donné... tu peux avoir n'importe quelle relation, tu peux ressentir de l'affection, ça vient juste combler quelque chose. Et quand les faits, comme la drogue, ils cessent de faire effet, ça redescend. Et là, tu vois peut-être la réalité en face et tu dis, mais merde, mais attends, qu'est-ce que je fais Encore une fois. Encore une fois. Oui. Another one. Another one. Bon, vous savez, dans ces comment, moi, je suis celle qui pose les questions... Aujourd'hui, franchement, il fait caliente. Du coup, j'ai encore plus envie de poser une question caliente. Vas-y, T'es pose ta fatigué. question caliente. Je suis fatigué, mais T'es fatigué. on t'aime quand même. Vous me connaissez, j'aime bien. Alors, moi, j'avais une petite question pour toi. C'était, est-ce que, au travers de cette dépendance affective, tu as eu une dépendance à la relation charnelle avec les hommes ? Est-ce que ça allait de pair ou est-ce que c'était quand même deux choses qui étaient distinctes ? C'est-à-dire que tu avais, oui, certes, de la dépendance affective, mais c'était pas forcément lié à un attachement sexuel, charnel. T'arrivais à dissocier les deux ou est-ce que peut-être s'il y avait aussi ce côté sexuel qui rentrait en ligne de compte ? Alors, je dissociais les deux complètement. Parce qu'il y a des personnes qui sont addictes au sexe, il y a des personnes qui sont addictes à la relation, d'autres à l'affection. C'est vraiment des choses complètement différentes. Tu as des personnes qui peuvent l'être, je pense, qui peuvent avoir le panel entier. Moi, c'était vraiment la dépendance et je dirais l'addiction à l'affection. Il n'y avait que ça. Enfin, il n'y avait que ça. Après, quand tu es en relation et que tu connais la personne, tu as des relations sexuelles, c'est normal. Mais là, c'était vraiment même le début de la relation, presque même quand tu n'es pas encore en couple. Peut-être même la dépendance à se faire voir par l'autre, en fait, à avoir de l'attention. Ça, c'était vraiment... Voilà, j'étais vue, je sentais qu'il y avait de l'attention envers moi et je devenais dépendant à cette attention et après à l'affection que la personne m'apportait. Donc vraiment, je dissocie les deux, ouais. Oui, parce que malheureusement, peut-être il y a des gens qui, comme tu dis, ont le panier complet, dépendance à la relation, dépendance à l'affection, dépendance au sexe. Et alors là, bon courage. Hein. Ah, là, c'est la totale. Hein. Ah, c'est la là, totale. c'est format familial, le pack. C'est la formule complète, entrée plat dessert, là. Mais du coup, dans ce que toi, tu dis, Mel, j'ai l'impression, en fait, que tu avais l'impression d'avoir de la valeur, en fait, quand tu étais avec quelqu'un. Et quand cette personne n'est plus là, t'étais plus rien. T'es trop ma sœur. T'es trop ma sœur. Tu voulais dire ça ou pas ? J'avais le mot valeur. En tête, j'avais le mot désir, le besoin d'être désiré. J'avais le mot valeur et j'avais la notion d'estime de soi. De se dire, j'ai besoin qu'on me donne de la valeur pour gonfler mon estime, pour me dire, je vaux quelque chose, je sers à quelque chose, j'existe. Et quand j'arrive chez moi et que je suis toute seule,
j'existe plus, ma valeur elle est plus, puisque je suis plus entouré et personne me fait sentir que j'ai une lumière en moi, que je suis là. Ben, c'est exactement ça. Vous avez... La connexion. Ah ouais. La connexion. C'est exactement ça. Vraiment. En fait, c'est ça, c'est la valeur et l'estime qu'on n'a pas, enfin que j'avais pas en tout cas pour moi. Elle était là, on l'a tous, mais elle était bien cachée. Et quand il y avait plus personne autour, bah je la voyais pas quoi. Enfin, vu que toute seule je ne savais pas la représenter. C'était ça, c'était le vide. En fait, c'est ça, parce qu'en même temps, pendant que je suis en train de vous parler, là, je suis en train de casser. Même nous, on est en train de remettre des points un petit peu partout. Carrément. Mais ouais, c'est ça. En fait, j'avais mes valeurs, l'estime de moi-même, tout était super bien enfoui. Et ça ressortait que quand il y avait quelqu'un. Et donc, du coup, bah, s'il n'y a plus personne, effectivement, c'est un peu... c'est vide. J'appelle ça le vide existentiel. Puis on va se remplir avec tout ce qu'on trouve. Et finalement, on comprend que ce vide-là, tu comprends avec le temps qu'il n'y a que toi qui dois le combler et c'est toi qui dois t'en occuper. Ça ne peut pas venir de l'extérieur. Exactement. Je suis carrément d'accord. Et quand tu nous as parlé au pré-entretien des relations que tu as eues, tu nous disais, j'enchaînais les relations, mais ça ne tenait pas, ça ne fonctionnait pas. Qu'est-ce que tu ressentais quand tu te disais, OK, il faut que j'arrête là? Pourquoi tu avais besoin d'arrêter à chaque fois? Pourquoi tu continuais pas? Tu nous disais, je me sentais plus à chaque fois, je me sentais plus. Qu'est-ce qui se passait? En fait, je ressentais de nouveau ce vide. C'est comme si d'un coup, mais ça pouvait être du jour au lendemain. C'est comme si on enlevait le pansement qui cachait la blessure. Et donc, du coup, j'avais affaire à cette blessure. Je la ressentais de nouveau et puissance 10. Donc, je pouvais être en couple. Des fois, je pouvais même être en soirée avec des centaines de personnes dans des festivals, en boîte. Enfin, je pouvais ressentir ce vide et cette sensation de solitude. Je sais pas si vous ressentez, enfin, si vous voyez ce que je veux dire, le dimanche soir, quand tu as bien fait la fête, que tu te retrouves seul chez toi, qui connaît pas cette sensation? Le lendemain, tu vas au taf. Et ben, c'est cette sensation-là, mais multipliée par 100. Et quand ça revenait, que je sois quand j'étais en couple, c'était insupportable. Et en fait, j'étais obligée de partir, de quitter la personne avec qui j'étais. Et c'était ma seule solution, en fait, parce que sinon, j'allais encore plus mal en restant dans ma relation. T'étais dépendante, du coup, il y avait un peu, j'ai l'impression, une idée de consommation. Je sais pas si toi aussi, tu vois un peu le truc comme ça, de je consomme la relation, et quand elle fonctionne plus, un peu comme une batterie qui a plus de piles, je vais en rechercher une autre qui refonctionne pour revivre à chaque fois. Et c'est ça qui fait qu'on court toujours après quelque chose, et que finalement, l'amour sain, j'ai l'impression, c'est un amour où toi, tu es déjà une batterie pleine, tu es épanoui comme ça, et quand tu vas trouver quelqu'un qui a une batterie pleine aussi, vous vous épanouissez tous les deux, et il n'y a pas ce truc de je te consomme, je prends de toi ce que tu peux me donner, et quand malheureusement ça ne me fait plus vibrer, je m'en vais. C'est ça? C'est exactement ça. Ouais. C'est pour ça que je te disais l'autre fois, t'as fait de la psycho ou quoi? Mais pas du tout. Il a un cas d'étude H24 avec lui. J'ai un cas d'étude, c'est ça, mon expérience au quotidien. Ouais, tu vois quand même, je t'apporte des trucs, hein, Ouais, finalement. mais de toute façon, je pense que ces analyses-là, j'arrive à les avoir parce qu'on échange beaucoup tous les deux et qu'on apprend l'un de l'autre. Ouais. Mais c'est vrai que ça nous fait totalement écho quand tu dis le dimanche soir, vous vous retrouvez seul. Vous allez vous dire que j'ai eu 10 000 vies, mais j'ai aussi été promoteur de boîte de nuit, oui. Et donc, j'ai connu ça, tu vois. Des fois, j'étais en soirée, carré VIP plein de gens autour de moi. Adrien, t'es le meilleur, on passe une super soirée, c'est trop bien, c'est la fête, machin. Donc, forcément, tu te sens important, t'as l'impression que, tu vois, tu vis le moment à fond. La soirée se termine, tout le monde rentre chez soi, les gens sont bourrés, tu rentres, et là, t'es tout seul chez toi, tu poses les clés sur la table. Et c'est le vide total. Donc moi, forcément, quand tu me dis des trucs comme ça, je suis en mode ok, t'inquiète, mais je vois totalement de quoi tu parles. Donc bien évidemment que c'est des choses qu'on connaît. Après, de loin, je pense, parce que j'estime pas avoir été dépendant affectivement, toi non plus. Donc toi, c'est vrai que c'est un niveau au-dessus, mais ça nous donne à peu près une idée de ce que tu ressentais, ouais. Tu penses qu'aujourd'hui, avec le temps, tu réalises que vraiment, t'avais conscience à ce moment-là que c'était pas des relations bonnes pour toi? Il y a une écrivaine que j'aime beaucoup qui s'appelle Maud Ankawa et je regardais une interview d'elle. Toi aussi, tu la connais? Bien évidemment, elle est incroyable. Et je regardais une interview d'elle qu'elle avait fait chez Louise Aubéry, chez InPower Podcast. Donc, d'ailleurs, gros big up à Louise. On aime beaucoup ce qu'elle fait et c'est vrai que je regarde beaucoup aussi ses podcasts à elle. Et elle disait à un moment, vous avez les réponses au fond de vous, vous savez au fond de vous ce qui est bon, ce qui est mauvais pour vous. Et quand tu nous as raconté ton histoire, j'ai pensé tout de suite à Maud Ankawa et je me suis dit, mais Mel, la façon dont elle le raconte, on dirait que quand tu faisais ça, tu savais au fond de toi que c'était pas bon pour toi. Tu savais que plus ou moins il y avait quelque chose qui clochait, mais t'étais dans un espèce de déni.
Est-ce que je me trompe ou pas? Et si je me trompe pas, dis-nous en plus. Docteur Freud. Docteur Freud. Tu te trompes pas. Ok. En fait, il y a je sais pas comment on peut l'appeler, il y a cette intuition en fait très profonde qui se met en mouvement, tu vois, quand tu fais quelque chose qui est pas bon pour toi. Et ça va se transformer ça se transforme en dialogue intérieur en fait, c'est tes pensées. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, tu vois, je me mettais des coups de bâton, quoi. Je me faisais du mal, je me disais que c'est pas bien, j'avais pas d'estime. Et en fait, je pense que c'est ça, le déni. Il y a vraiment quelque chose très, très subtil au fond, mais pourtant, non. Tu laisses de côté, c'est pas grave, vas-y, on verra plus tard. Parce que là, pour l'instant, j'ai trop besoin de ça. Et comme je vais super mal, il me faut tout de suite autre chose. Ça attendra pour le reste. Mais c'est pour ça que je fais vraiment le parallèle avec la drogue. Pardon de revenir dessus. On parle de consommation, c'est ça? On parle de consommation, on parle d'addiction, de prendre ce shoot-là d'adrénaline, ce shoot de love, de tendresse, etc. Et qu'après, bon, t'es en mode, c'est bon, ça y est, je me suis lassée, tu vois, j'ai envie de passer à autre chose. Et c'est pour ça, ouais, que pour moi, c'est vraiment c'est presque physique, quoi. Tu vois? Carrément. C'est vraiment, j'en ai besoin là. Tu vois? Et du coup, comme tu dis, t'es prête à accepter des choses qu'en vrai, non. Et je pense, en vrai, qu'on le fait... en tout cas, il y a beaucoup de gens, je pense, qui le font quand on parle d'intuition, quand on parle de... Mais tu vois très bien les red flags. C'est ça. Les red flags. Mais moi, les gros red flags, elle veut jamais les voir. Moi, il y a un mec, il est comme ça devant moi, avec un red flag et tout. Wouh, wouh. Moi, je suis en mode... C'est là qu'il faut aller. C'est là. En fait, il a pris un drapeau rouge, mais t'as vu, ça veut pas dire, c'est pas vraiment rouge. Mais si, en fait. Si, en fait, c'est ça. Et ton intuition, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup dit à Adrien. Mon intuition, elle ne m'a jamais trompée. Aussi dure soit-elle. Hein. Il y a des fois où tu te dis, non, c'est pas possible. Là, ce à quoi je suis en train de penser, c'est pas possible. Eh ben si. Il faut l'écouter, cette petite voix dans notre tête. Honnêtement, oui. Qu'on soit homme ou femme, parce qu'on parle beaucoup de l'instinct féminin, mais moi aussi, j'ai parfois eu l'instinct du coup masculin, ou juste l'instinct de manière générale. Et c'est vrai qu'on a une voix qui nous parle en nous, et parfois on refuse de l'écouter. On refuse, et j'ai vraiment l'impression que ça a été le cas pour toi. Et pour moi, on peut pas vraiment détacher cette notion de voix dans notre tête, d'instinct, à la notion de responsabilité. Et du coup, je vais en venir avec une autre question que j'ai pour toi. C'est, est-ce que tu penses que tu as été responsable, en tout cas, est-ce que tu t'estimes responsable du mal que tu t'es fait pendant toutes ces années? Puisque si au fond de toi, tu avais plus ou moins les réponses, tu avais plus ou moins les red flags, comme dit Cassie, de il faut que j'arrête, il faut que je trouve une solution, mais que tu n'as pas agi en conséquence. Est-ce que finalement, la seule responsable, c'est pas toi? Bien sûr que si. Il y a cette notion de responsabilité qui est énorme. Alors, responsable, ouais, mais en même temps, pas trop le choix. Parce que, voilà, il y a plein de choses de la vie, depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui, qui font que c'est un peu obstrué. Donc, c'est-à-dire que c'est là, t'entends un peu, mais t'as des mécanismes qui sont mis en place qui font que, bon, ok, comme on disait, tu t'entends un peu, mais on verra plus tard. Et t'as peut-être pas le choix de fonctionner comme ça, en fait. Mais il faut peut-être aller jusqu'au bout, là où t'en pourras plus, en fait. T'auras plus le choix. Pour te dire, ah, mais en fait, je suis responsable et j'ai le choix. Mais là, parfois, ça passe par un travail super long, même peut-être de toute une vie, quoi. Et qu'est-ce qui aurait pu t'aider à ce moment-là? Franchement, pas grand-chose. Enfin, vraiment, parce que si quelqu'un me disait, ouais, tu te fais parce que c'est déjà arrivé, hein, tu te prends trop la tête, tu te fais trop de mal, pourquoi tu fais ça? Enfin, bref, tout un tas de choses. Mais ça rentrait par là, ça ressortait par là. Je me disais, mais pourquoi on vient m'emmerder, en fait? Ça, c'était vraiment ce truc de déni. Mais pourtant, je comprends quand même la notion de responsabilité, parce que c'est bien moi qui agissais. Donc finalement, tu l'assumes, tu l'acceptes et tu te dis, Ouais. C'était moi. Mais en même temps, j'ai l'impression que, bon, tu te dis, j'avais pas trop le choix, quoi. Mais on assume quand même. C'est quand même moi. Ouais. Et c'est une discussion que j'ai beaucoup avec Cassie de la notion de responsabilité. Je pense qu'on a déjà même abordé dans d'autres podcasts. Je compte même plus le nombre de fois où j'ai une collègue de travail qui vient me voir, qui me dit j'en ai trop marre de ce boulot, je suis fatiguée, ça me saoule, je suis pas heureuse, nanana. Et je lui dis trouve des solutions. Oui, mais non, mais tu comprends, mais en même temps, cette entreprise, elle est importante pour moi. Oui, donc au final, le malheur que tu as aujourd'hui dans ta vie, t'es responsable. Et tu vois, et à chaque fois, c'est ça. Et des fois, il y a des gens qui ont des problèmes énormes, ils peuvent trouver les solutions.
Moi, je leur dis, trouve la solution, et ils veulent pas. Et du coup, je me dis, c'est un petit peu de votre faute, tu vois. Et on trouve que j'ai un propos dur quand je dis ça. Mais pourtant, moi, je trouve que c'est pas si faux, et je me l'applique à moi-même aussi, tu vois. J'ai eu des problèmes dans mon passé. Parfois, je remettais toujours la faute sur les autres, et puis après, tu prends un peu de recul, tu te dis, est-ce que c'était pas moi, finalement, qui devais juste agir en conséquence, quand bien même c'est difficile. Tu vois ce que je veux dire ? Ah, complètement. Et aujourd'hui, toi, comment tu peux savoir quand une personne, elle est saine pour toi ou pas ? Parce que t'as fait du chemin, quand même. T'as enchaîné des relations difficiles, t'as connu les red flags, t'as connu les relations toxiques. Comment aujourd'hui, par exemple, demain je te présente un homme qui a plein de qualités, qui peut potentiellement te plaire, comment tu vas savoir s'il te correspond, s'il va être bon pour toi, et si tu vas pas retomber dans ce circuit de dépendance? Parce qu'on a des invités pas mal dans le podcast. Ouais, on va voir ce qu'on peut faire. Les matchmakers. Matchmaker, c'est Les nous. matchmakers. Donc, on peut faire quelque chose. On peut te présenter quelqu'un, voilà. Donc, à toi de nous dire comment tu vas savoir. Les dessous de C'est comment. Rendez-vous ce soir, 23h30, les gars. Vous voulez en savoir plus sur ce qui se passe en coulisses ? Justement, pas de trucs préparés. Tout ce qui est appli, soirée. Déjà, par rapport aux valeurs, tu vois, si je me dis, si je veux faire du chemin avec quelqu'un et que ce soit quelqu'un qui ait les mêmes valeurs que moi, c'est pas en boîte que je vais aller. C'est pas sur les réseaux sociaux. Ça, c'est clair et net que ça, c'est de côté. Enfin, j'ai jamais été sur les réseaux sociaux, sur les applis de rencontres. Mais par contre, en boîte de nuit, ça, j'en ai rencontré des gars. Et ça, tout ça, c'est clair et net que c'est fini. Si je rencontre quelqu'un, que ce soit, je sais pas moi, enfin n'importe où, même au taf, etc. Maintenant, j'ai vraiment ce truc de j'apprends à connaître la personne. Je noue une relation avec la personne, on va dire presque amicale, quoi. Je sens au feeling, etc. Et c'est après que je verrai. Mais maintenant, quand il y a des red flags, je les vois de toute façon. Mais comme tu disais, les drapeaux sont sortis et je n'ai même plus envie d'y aller. C'est-à-dire que je me force pas à me dire non, on n'y va pas, Mel et tout. Non, c'est vraiment en mode ah non, là, je sais que c'est mort et je me pose plus de questions. Ça m'est déjà réarrivé. Bon, il y a une petite exception, mais il y a pas si longtemps que ça, il y avait drapeau rouge. J'ai quand même été, ça a duré très peu de temps. La personne était très bien, mais on n'avait rien en commun, on n'avait pas les mêmes besoins, les mêmes valeurs. Mais ça a duré très peu de temps parce que je suis partie très rapidement et du coup, ça a été. Tu penses qu'aujourd'hui, tu y arrives parce que tu te connais mieux ? Clairement. Ah c'est... Ouais, quand même. Oui, c'est ça. Je me connais carrément mieux. Alors, on ne se connaît jamais vraiment entièrement. Je pense que c'est vraiment le truc de toute une vie, encore une fois. Mais je me connais et je fais confiance à mes sensations. Et il y a cette voix, à mon dialogue intérieur que j'écoute beaucoup maintenant. Est-ce que c'est en découvrant les autres qu'on se découvre soi un petit peu ? Est-ce que finalement, c'est ces échecs-là, ces expériences-là qui te permettent aujourd'hui d'être là où t'en es ? Ouais. C'était nécessaire. Ah, c'était complètement nécessaire. C'est pour ça que je dis, si c'était à refaire, je le referais. Parce qu'en fait, c'est grâce à toutes ces personnes aussi que j'ai pu ressentir tout ce qui était en moi et que j'ai pu comprendre mes blessures, comprendre mes mécanismes, plus tout ce qui est sophrologie et puis thérapie à côté. Mais de toute façon, pour moi, on ne peut que se connaître avec les autres. Et d'ailleurs, une relation, c'est pour apprendre à se connaître, pour apprendre à connaître l'autre et pour évoluer ensemble. Ce n'est pas forcément une partie de plaisir ou... un truc chez les bisounours, la relation amoureuse. Enfin, à mon sens, ça peut être très beau aussi quand même si les deux personnes sont assez conscientes pour savoir où il faut pas se faire du mal, quoi. Donc t'épouses totalement ton histoire. Ouais, complètement. Ouais. Et ça fait écho encore avec d'autres invités qu'on a reçus. Ouais. Acceptation, je pense à Raïs qui avait perdu sa mère. On avait fait un épisode de C'est comment de perdre sa mère qui nous disait j'accepte mon histoire et c'est comme ça que j'avance. Et là encore une fois, toi tu nous dis pareil. C'est les expériences que tu as eues qui font qui t'es aujourd'hui et t'acceptes et aujourd'hui t'es vachement en paix avec ça. Ouais, complètement. Je pense que tout le monde le dit en fait. On peut presque être unanime sur le fait que tout le monde est en accord avec son histoire. Et même, je dirais aussi l'épisode sur les attouchements sexuels qui ont été subis par Anaïs qui nous disait finalement, aussi difficile soit-il à dire, je crois que ça m'a permis d'être la femme que je suis aujourd'hui. Donc, bien sûr, je repasserai pas forcément par ça, mais elle est carrément OK avec son histoire. Et du coup, toi, c'est exactement ce que tu dis. Tu as aussi appris, je voulais rebondir, tu as aussi appris à te faire confiance, comme tu dis, à écouter vraiment ton instinct, à voir les red flags et à les accepter et pas à se dire non, c'est moi, je suis folle. Non.
en fait, il y a des red flags et en fait, j'y vais pas parce que c'est pas bon pour moi. Et là où j'ai envie de rebondir, c'est une phrase que tu me dis souvent, Adi, c'est savoir ce que l'on vaut, c'est savoir ce que l'on veut. Et maintenant que tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que tu veux. Ce que tu veux et ce que tu ne veux pas aussi. Et quand on ne sait pas ce que l'on vaut, ou quand en tout cas on met sa valeur sans cesse dans une autre personne, et attention, j'utilise un ton très solennel, c'est pas du tout une morale parce que je suis la première concernée par cette affaire, mais c'est pour dire que voilà, il y a énormément de travail là-dessus, mais en tout cas, une fois qu'on a pris conscience de ce que l'on vaut, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut pas, et on n'attend pas d'une personne de nous donner de la valeur. Exactement. Ouais. Bon, ça prend du temps aussi. Je pense que tu l'as dit, ça peut être le travail de toute une vie. Bah, on y est encore. Hein. Pour toi, ça viendra. Ton tour, on fera un épisode plus tard. On y est encore. Bon, bref, question suivante, s'il vous plaît. Moi, je me focus sur les invités. J'avais envie de savoir un petit peu comment est-ce qu'aujourd'hui tu trouves ton bonheur toute seule. Parce que ça y est, tu n'as plus besoin, enfin pas que tu n'as plus besoin de... Si, tu n'as plus besoin de quelqu'un, tu as envie peut-être d'avoir quelqu'un, mais tu n'as plus ce besoin de quelqu'un. Comment est-ce que tu trouves ton bonheur ? Je sais qu'en off, tu nous as parlé de voyage, là tu vas faire ton premier voyage seul, même dans tes relations amicales, puisque par le passé, tu étais vachement entourée, tu avais beaucoup de gens autour de toi, mais finalement, c'était même pas des vraies amitiés. Je peux le dire comme ça, hein, on est d'accord, c'est des amitiés de soirée. Et en fait, au moment où tu te retrouves toute seule, il n'y a plus personne. Aujourd'hui, comment est-ce que tu construis ton bonheur ? Alors, avec les vrais amis, parce que dans tous ces amis qu'il y avait, que ce soit les soirées, enfin tout ce que je faisais, ou les amis de mes ex ou autres, j'ai quand même gardé des amis sincères. Enfin, il y en avait des vrais dans tout cela. Et puis, j'ai eu des belles relations aussi quand même. Et aujourd'hui, je me trouve mon bonheur dans mon travail parce que j'accompagne les personnes qui vont moins bien que moi, parce que j'ai fait tout ce chemin et que ça m'a permis de pouvoir comprendre les autres. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très, très important pour moi, mon boulot. Puis, en fait, juste la simplicité, tout simplement. Même profiter d'un resto de temps en temps, même lire un bouquin, me promener dans la nature, et des fois avec des gens, et très souvent seule. Tout simplement. Et puis parce que je vais voyager aussi. Je vais partir toute seule dans les montagnes, marcher. Ça, j'aurais jamais fait ça de ma vie avant. C'est incroyable, ça. Chapeau. Bah ouais, c'est trop cool. C'est trop cool. Je me serais battue avec la personne avec qui je suis pour savoir où on va aller, quand, ce qu'on va faire et tout. Puis je me serais adaptée et l'autre se serait adapté à moi. Mais au final, ça aurait été la cata. Alors que là, je décide où je vais, ce que je vais faire, où, quand, comment, qui je vais voir. Après, je descends voir des amis dans le sud. Mais je trouve mon bonheur simplement, en fait. J'ai plus d'attente et j'ai plus besoin de trucs excessifs pour me sentir vivante et pour me sentir en vie, tout simplement, parce que c'était une façon de me sentir en vie aussi, toutes ces addictions. Aujourd'hui, c'est plat. Et le plat, franchement, ça fait du bien. Ouais. C'est plus chaotique. Ça y est, c'est fini. Ouais. Maintenant, c'est plat et t'es sereine. Ah ouais. Même comment tu t'exprimes, ça se sent. Ouais, on sent une certaine sérénité, une certaine paix que tu as trouvée, qui n'a pas toujours été là, mais qui est arrivée finalement avec le temps. Exactement. J'ai envie de faire une petite parenthèse. Voyage seul. Ah ouais ? Ouais. Vas-y, dis-nous tout. Allez-y, les meufs. Mais allez-y. Mais vraiment, je suis partie en voyage en 2023. Pendant 1 mois, je suis partie au Brésil. Je suis allée faire le carnaval, entre autres. Honnêtement, c'était mon premier voyage, mon vrai gros voyage seul. J'étais déjà partie seule dans le cadre de stage ou autre. Mais là, c'était mon premier vrai grand voyage seul. Mais honnêtement, je recommande en fait à quiconque, d'ailleurs meuf ou mec, peu importe. Comme tu disais, tu fais aucun compromis. Alors c'est hyper égoïste de le dire comme ça, mais égoïste dans le bon sens. Tu fais aucun compromis, tu te lèves à l'heure que tu veux, tu te couches quand tu veux, tu vas où tu veux, tu manges ce que tu veux. T'as pas besoin d'attendre que l'autre soit prêt de « Ah, mais en fait, j'ai envie d'aller là. Ah, mais moi, je veux aller là. Ah, mais... » Tu fais ce que tu veux. Et ça, franchement, qu'est-ce que ça fait du bien. Et en fait, tu te redécouvres parce qu'en fait, quand t'es tout seul, t'es forcé à aller vers les gens. Tu vois, si tu veux un peu rencontrer des gens, discuter avec les locaux, ce genre de choses. Donc, du coup,
tu sors vraiment de ta zone de confort. Et franchement, moi, je recommande vraiment à quiconque de voyager seul. Je trouve que c'est une super expérience, vraiment. Et personnellement, je le referai. Vraiment, je le referai encore et encore. Donc, j'ai trop hâte que tu partes toute seule et que tu nous dises ce que t'en as pensé. Parenthèse fermée, on peut y aller. Ça va être hyper enrichissant pour toi, ça va être cool, je pense. Et j'aime beaucoup ce que tu dis dans l'idée du dépassement, l'idée d'apprendre à se découvrir soi, etc. Et comme on dit, c'est bien connu de se dire les meilleures relations, c'est celles où le partenaire est déjà épanoui et trouve quelqu'un d'épanoui et ça match encore mieux. Et moi, je suis sûr que si demain tu trouves un homme qui est épanoui comme toi et qui a appris à s'aimer seul, vous serez plus beaux tous les deux et vous allez rayonner encore plus. Donc voilà, que de bonnes choses pour la suite finalement. Paraît-il. Et puis en plus, tu as un boulot qui t'épanouit. Alors forcément, j'avais une question par rapport à ça, mais t'aides les gens. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un peu ta manière à toi de faire ton deuil, de boucler la boucle. Est-ce que c'est pas difficile parfois de devoir aider des gens dans une situation alors que nous-mêmes, quand bien même aujourd'hui, tu as fait ton deuil, mais je pense nous-mêmes, on a toujours des failles. Tu vois ce que je veux dire ? Comment on fait ? Est-ce que c'est pas un peu délicat à certains moments de devoir aider alors que nous-mêmes, parfois, on aimerait être aidés aussi ? Parce qu'on ne sait jamais parfait. Ouais. Alors, c'est pas toujours évident, c'est sûr. Mais le boulot que je fais, toute ma formation en sophrologie, donc, qui m'a appris beaucoup de choses, et notamment à être bien présente à moi-même et à l'autre sans me faire absorber par tout ce que j'entends, par tout ce qui se passe, etc. Même si ça vient remuer des émotions, des choses comme ça chez moi, je sais les laisser passer. Donc, j'ai beaucoup plus de recul. Et je pense que toute cette formation m'a vraiment permis de pouvoir faire ce que je fais aujourd'hui, parce que comme je travaille dans un hôpital de jour psychiatrique, si je ne l'avais pas fait, peut-être que j'en serais là, mais autrement, je ne sais pas. Mais j'ai pas trop de difficultés. En tout cas, à l'heure actuelle, je ne les ressens pas. Et au contraire, je pense que je développe une réelle empathie pour l'autre en me mettant même pas en me mettant à sa place, mais en fait en le considérant comme moi, quoi. Il n'y a pas de niveau. On est tous les deux au même niveau. Et de comprendre ce qu'il peut vivre, parce que dans la fragilité psychologique, la dépendance affective, tout ce qui est dépression, anxiété, etc., en hôpital de jour psychiatrique, il y a beaucoup de gens comme ça. Ce n'est pas des gens, ce qu'on appelle fous. Donc en fait, c'est monsieur et madame tout le monde. Et de pouvoir accompagner ces personnes à trouver leurs propres capacités et leurs propres possibilités à se gérer d'une certaine façon, et puis à avancer dans la vie, c'est peut-être, oui, pour boucler la boucle, comme tu dis, mais ça me donne un sens à ma vie, parce qu'avant, j'en avais pas. Et c'est super beau. Je trouve la manière dont tu le fais, c'est incroyable, je trouve. Vraiment, tu as bouclé la boucle magnifiquement. Et je trouve ça bien que tu dises que dans les hôpitaux psychiatriques, c'est pas que des gens fous comme on imagine. Tu brises un peu ce tabou et ce cliché-là. Et c'est aussi pour ça qu'on a fait C'est Comment, parfois pour démystifier certaines idées qu'on a. Et toi, tu le dis, on peut être dans un hôpital psychiatrique et ça se passe très bien et tu es très épanoui aujourd'hui. Ouais, carrément. Vraiment. C'est... ouais. Encore une invitée qui rayonne. Encore une invitée qui rayonne, j'adore. Ça y est. Et ouais. Ça y est. Dernière question, les gars. À toi l'honneur. Parce que les bonnes choses ont une fin, mais allez. Bon, on a faim, comme elle aime bien le dire. Et on va manger. Et c'est moi qui cuisine aujourd'hui, je fais des cookies, mesdames et messieurs. Donc voilà, si vous voulez goûter les cookies de DVG, venez dans l'émission. C'est comment le podcast@gmail.com pour participer. Et puis on verra. Vous choisirez la garniture. Alors Mel, je vais te poser la dernière question. C'est comment ? Est-ce que tu es prête ? Ouais. Elle est délicate, elle est pas évidente. Tous les invités, ils galèrent un peu, mais après, à la fin, ils trouvent. Moi, je pense que tu vas y arriver. Ok. Est-ce qu'il y a un pays que tu aimes bien ? Où j'aurais été ou où j'aimerais aller ? N'importe où dans le monde, si tu pouvais aller dans un pays. Amérique du Sud. Plutôt, Amazonie. Ouais, quelque part par là. Amazonie, Brésil, du coup. Ouais, pourquoi pas. Ouais. Allez. Maracana. Yeah, let's go. Alors, on va au Maracana, on va au stade du Brésil. T'es dans le stade. Il n'y a pas que ce stade, en fait. Oui, mais je en me vrai... dis, les Brésiliens, là, ils doivent se dire, Brésiliens, ils veulent nous insulter. Il n'y a pas que Rio au Brésil. Mais il est trop cool. Donc, on va au Maracana, dans ce stade emblématique du Brésil. Le stade est plein à craquer. Il est 23h59, il fait nuit, mais tout le monde attend qu'une seule personne. Toi. Ils attendent Mel, ils disent mais Mel, elle est où ? On est là, on a faim, on a soif, on attend, Mel, elle vient pas et tout. Et donc là, tu arrives dans le stade, mais malheureusement, sinon c'est trop beau, tu meurs dans 1 minute. Ok ? Et du coup, tu as 1 minute pour dire à tout ce stade, mes chers amis, ce que j'ai retenu de la vie, c'est ça. Qu'est-ce que toi, tu leur dirais
avec tout le parcours que tu as eu, tous les traumatismes que tu as vécu, qu'est-ce que tu retiens aujourd'hui de toute ta vie ? Aimez-vous. Je le crierai au monde entier. Aimez-vous. C'est difficile, mais c'est possible. Aimez-vous, ouais. Il faut s'aimer vraiment. C'est tout. C'est tout. Simple, efficace. Tu sais quoi ? Moi, j'adore. Parce que Mel, on lui a dit, faut être très concis. Elle a été hyper concise. Ah bah là, tu peux faire plus concis. Hein. Elle a été hyper concise du début à la fin. Et elle clôture l'épisode. Aimez-vous. On espère que cet épisode vous a plu. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, dimanche 18h, pour un nouveau sujet. En attendant, on vous salue et on vous dit beijinhos. Ciao.